Pour moi, l'être humain a 6 besoins fondamentaux. Je ne l'ai pas sorti de nulle part, j'ai lu plein de trucs, j'ai écouté plein de trucs, et c'est une association de ce que j'ai pu observer moi, plus une vidéo de David Lefrançois, et une vidéo de Tony Robbins. Et quand on concatène tout ça et qu'on essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on comprend comment fonctionnent les besoins fondamentaux de l'être humain. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que, quel que soit ce qu'on vit, l'être humain va développer une stratégie pour répondre à ses besoins. Et souvent, on se bouffe la gueule sur les stratégies, notamment dans les couples. C'est-à-dire que c'est la manière dont les gens vont se comporter qui nous pose un problème. Alors que si on se connecte vraiment au besoin fondamental qui est derrière, eh bien, on va se rendre compte qu'on a les mêmes besoins. Et on va pouvoir comprendre l'autre. C'est-à-dire que des fois, l'autre, on ne comprend pas sur ses stratégies, mais on va le comprendre sur ses besoins. Parce qu'on a les mêmes. Et ces besoins, il n'y en a pas 36 000, il y en a 6. Ces besoins sont basés sur le cerveau triunique. C'est-à-dire qu'on a un seul cerveau, mais il est divisé en 3 parties. Le reptilien, le limbique et le cortex. Et ces 3 cerveaux-là, eh bien, ont des besoins un petit peu particuliers. Mais avant d'expliquer ces 6 besoins, je voudrais revenir sur ce que c'est qu'un besoin est fondamental. Ce que c'est que les besoins fondamentaux. Fondamentalement, un besoin, c'est quoi? Le besoin primaire qu'on a dans l'existence, c'est quoi? Quand je pose la question, on me répond, je sais pas, manger, dormir, faire l'amour, enfin, je sais, ou être amoureux, j'en sais rien, bref. Alors qu'en fait, le premier besoin qui nous permet d'être vivant, c'est respirer. Tant qu'on respire, on est vivant. Et respirer, c'est notre besoin fondamental. Pourquoi? Parce que c'est le besoin, si on ne l'assouvit pas, eh bien c'est le besoin avec lequel on va mourir le plus rapidement. On peut tenir que 3 minutes sans respirer en moyenne. Ça dépend des gens, bien sûr. Des gens, ce sera moins, des gens, ce sera plus. Maintenant, ce qui est important de constater, c'est que respirer, c'est notre besoin fondamental. Alors, on va étudier ce besoin fondamental pour comprendre ce que c'est qu'un besoin, et ensuite, j'irai explorer les 6 besoins fondamentaux de l'être humain. Qu'est-ce qu'on fait pour respirer? On fait 2 actions. Premièrement, on inspire. Deuxièmement, on expire. Ok. Est-ce qu'on peut faire ces 2 actions en même temps? Réponse, non. Ce sont des besoins qui sont antinomiques. Et en plus, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'il y en a un qui vient de l'extérieur vers l'intérieur et un autre de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est fondamental, c'est caractéristique d'un besoin. Et en plus de ça, quantitativement, on ne peut pas inspirer plus que ce qu'on expire ou expirer plus que ce qu'on inspire. On est forcément dans un équilibre entre les deux. Donc un besoin, fondamentalement, les caractéristiques, c'est quoi? C'est que c'est antinomique, c'est l'un qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et l'autre de l'extérieur vers l'intérieur. On est obligé d'être en alternance avec les deux, on ne peut pas faire les deux en simultané, et on a autant besoin de l'un que de l'autre. À partir de là, on a compris ce que c'est qu'un besoin. Maintenant, si on regarde les 6 besoins fondamentaux dictés par les 3 parties du cerveau, c'est quoi? Le reptilien, on va commencer par là, c'est le premier. Le reptilien va gérer la notion de sécurité. C'est-à-dire que c'est instinctif, c'est au-delà de la conscience, c'est au-delà du cortex, c'est au-delà de la fabrication de l'inconscient. Notre espèce, et comme toute espèce vivante, va chercher systématiquement à se mettre en situation de sécurité. Parce que si elle n'est pas en situation de sécurité, à ce moment-là, il y a une inversion de la pyramide des besoins. On va plus respirer de la même manière, on va avoir une respiration très très courte, on va plus dormir, on va plus manger. Il n'y a qu'à voir les récits des soldats au front, c'est quelque chose de vraiment terrible. On est dans un état second, on perd conscience, on n'a plus de notion de temps, on n'a plus de notion d'espace, on n'a plus de notion de risque, on perd tout quand on est vraiment en situation d'insécurité. Donc on va tout faire, notre inconscient fait tout, notre reptilien fait tout pour nous mettre en situation de sécurité. Et même les gens les plus fous, les plus psychopathes vont se débrouiller pour être en situation de sécurité. C'est fondamental, c'est le premier besoin. Maintenant, si on extrapole un petit peu la notion de sécurité, si on est vraiment dans une zone complètement sécurisée, où tout est sous contrôle, qu'est-ce qui se passe? Dans cette zone-là, en général, plus rien ne bouge. C'est ce que font les militaires quand ils sécurisent une zone pour pouvoir poser leur base. C'est la maison, c'est l'endroit où on se sent en sécurité. C'est aussi le foyer, c'est aussi le couple, c'est aussi beaucoup de choses sur lesquelles on symbolise le besoin de sécurité. Et quand on est dans ce besoin de sécurité, en général, on se dit « Ah, je peux relâcher, je me sens bien ». Sauf que c'est pas si simple. Parce que quand on sécurise une zone complètement, bah finalement, tout est sous contrôle, il n'y a plus rien qui bouge. Et si plus rien ne bouge, à ce moment-là, on peut se poser la question, quel est l'état de l'être humain dans lequel plus rien ne bouge? Bah, c'est la mort. Il n'y a que dans la mort où plus rien ne bouge chez l'être humain. Tant qu'on est vivant, il y a besoin de mouvement. Donc si on sécurise tout, eh bien, finalement, on meurt. Donc à force de vouloir toujours tout sécuriser, à force de vouloir toujours rentrer dans une zone de sécurité, eh bien, on n'est plus vivant. Et donc on ne respecte pas le principe de vie. Et à ce moment-là, il y a quelque chose comme par magie qui arrive. Typiquement, le mec qui a sa maison, sa femme, son chien, son boulot, quand il a tout sécurisé, qu'il se sent vraiment bien,
il y a une merde qui lui arrive sur la tronche. Il perd son boulot, il y a sa maison qui brûle, n'importe quoi. Et il y a la vie qui lui propose simplement une mise en mouvement par rapport à la zone de sécurité qu'il a voulu établir. Et si c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ça va être quelque chose qui va venir de l'intérieur. Il va se mettre à déprimer, il va plus avoir goût à rien, il va plus avoir d'objectifs à atteindre, etc., etc. Ou alors il va chercher une maîtresse, ou alors madame va chercher un amant, etc., etc. Donc si on cherche trop à sécuriser les choses, au bout d'un moment, on se sent enfermé dans cette sécurité, on étouffe, et on a besoin d'aller chercher ailleurs. On étouffe parce qu'on est en danger de mort. Mais ce danger de mort, il est symboliquement, il est réel. Et donc, ça amène au deuxième besoin, qui est antinomique, qui est le besoin d'insécurité. On ne peut pas être en sécurité et en insécurité à la fois, mais on a besoin des deux. Et on a besoin de danser entre les deux. On a autant besoin de l'un que de l'autre. Et on a besoin d'alterner les zones de sécurité, les zones d'insécurité. Alors, on va chercher l'insécurité, par exemple, dans les relations amoureuses, dans les relations extra-conjugales, ou alors dans son travail, on va prendre des risques, on va mettre sa société en porte-à-faux parce qu'on va prendre un risque supérieur, on va acheter une autre entreprise, on va, changer de maison aussi par exemple, on va remettre en question sa sécurité. Et sans arrêt, on va avoir besoin à un moment donné d'insécurité pour compenser la sursécurité qu'on a cherchée. La plupart des gens grandissent dans une enfance où ils se sentent en insécurité par rapport à beaucoup de choses, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour paternel ou maternel, parce qu'ils ont eu des traumatismes, parce qu'ils ont eu des manques dans l'enfance. Et on va chercher à combler ces failles pour se sentir en sécurité. Parce que, comme je l'ai dit, notre besoin fondamental, le premier, c'est de se sentir en sécurité. Donc on va chercher, depuis l'extérieur vers l'intérieur, une sensation de sécurité. Le problème, c'est quand on la trouve, et ben au bout d'un moment, on s'enferme dedans, et on s'en rend pas compte, et on se fait rattraper. Et c'est la crise de la quarantaine, par exemple, ou de la cinquantaine, par exemple. À un moment donné, on se retrouve dans une situation où on s'est enfermé soi-même, on s'est enfermé tout seul. Donc on va avoir besoin d'aller en insécurité. Cette balance entre les deux, c'est un équilibre dynamique. C'est un petit peu comme quand on est sur un vélo, on a besoin de pousser sur la pédale gauche et sur la pédale droite de manière alternée pour pouvoir maintenir l'équilibre. Eh bien, c'est la même chose dans la vie au niveau de la sécurité et de l'insécurité. Donc ça, c'est le reptilien. Si on arrive à créer cette danse entre sécurité et insécurité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on se sent en sécurité dans ses croyances, dans ses certitudes, dans sa vision de la vie, eh bien, on va remettre ça en question en se mettant en insécurité. On va éprouver ça dans un autre domaine. Et en se mettant dans cette situation d'insécurité, qu'est-ce qu'on vit ? Eh bien, on vit la possibilité soit de renforcer le système de croyance qu'on avait, et à ce moment-là, on se sent encore plus fort qu'avant, donc encore plus en sécurité, soit on se rend compte, en ayant éprouvé ces certitudes, que on s'est trompé, ça arrive. Et en considérant qu'on s'est trompé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va au-delà de sa zone de confort d'avant, et on augmente sa zone de sécurité. On est plus capable qu'avant d'affronter de nouvelles situations. Typiquement, je sais pas, avant on circulait à vélo quand on était ado ou enfant, et puis à un moment donné, on se met en insécurité, on passe le permis, et puis maintenant notre zone de rayonnement est beaucoup plus grande. Parce qu'on a accepté d'être en insécurité, d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Donc à chaque fois qu'on va accepter l'insécurité, on va grandir. Et ça nous amène à la deuxième partie du cerveau, qui est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, lui, il gère la satisfaction. Et il y a deux sources principales de satisfaction chez l'être humain. Premièrement, c'est grandir, progresser, élargir sa zone de confort, qui est la conséquence même de cette alternance entre sécurité et insécurité. Quand on augmente sa zone de confort, on se sent plus puissant qu'avant, on se sent capable de faire plus de choses qu'avant, on se sent capable parce qu'on a déjà dépassé nos limites, donc on sent cette force intérieure, cette espèce de toute puissance de l'enfant, on se sent habité de ça de nouveau, parce qu'on se dit, en fait, je suis allé au-delà de ma zone de confort, donc je peux aller au-delà de ce que je croyais que j'étais capable. Donc je suis capable de plus que ce que j'imaginais, et donc je me sens bien, et je me sens heureux, et je me sens fort, et je me sens puissant. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement satisfaisant pour l'être humain. Il y a toute la configuration du corps qui est fière, qui est heureuse, quand on a accompli quelque chose qu'on pensait ne pas être capable de faire, mais on est comme un dingue. L'exemple que je prends en général pour décrire ça, c'est au niveau des jeux vidéo. Pourquoi est-ce que c'est addictif ? Les gens qui conçoivent les jeux vidéo ont bien compris cette notion-là. On a des points d'expérience, donc on progresse, on accède à des nouveaux niveaux, on accède à des nouvelles armes, on accède à des nouvelles compétences. Et puis pour pouvoir y accéder, à un moment donné, on va avoir envie de mettre de l'argent sur le truc. Et on va donner de sa personne pour pouvoir progresser. Alors que excuse-moi l'expression, mais c'est un putain de jeu vidéo, quoi. C'est pas la vraie vie, c'est juste un truc, on est en train de vivre une vie virtuelle sur un smartphone ou sur un ordinateur ou sur une console de jeu, et juste parce qu'on progresse, on se sent bien. Mais c'est complètement virtuel, ça n'a pas de sens. Et pour autant, ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que cette sensation de progresser, c'est une source fondamentale de satisfaction chez l'être humain. Et ça, c'est un point essentiel. C'est le cerveau limbique qui nous le propose, qui nous l'impose, qui nous le demande. Et donc, on va chercher à grandir systématiquement. Ça respecte ce besoin, cette alternance entre sécurité et insécurité du cerveau reptilien. Et puis, ça, c'est la première source de satisfaction. La deuxième source de satisfaction, qui correspond au quatrième besoin fondamental, c'est la satisfaction de contribuer.
j'ai été prof dans l'éducation nationale, et j'ai observé que quand je demandais à des élèves qui avaient compris quelque chose, d'expliquer à un élève qui n'avait pas compris, et qu'à la fin de l'explication, l'élève qui n'avait pas compris a compris, celui qui a expliqué, mais se sent super heureux d'avoir pu aider, d'avoir pu contribuer, d'avoir pu amener quelqu'un au même niveau que le sien. Il a contribué à l'ensemble. Lui-même, il s'est tiré vers le haut en comprenant les choses, en grandissant, et ensuite il tire l'ensemble vers le haut en aidant la personne qui n'a pas compris. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. On tire l'ensemble vers le haut et on a l'impression d'être faire partie entière de l'humanité et on se sent waouh, c'est juste un effet waouh, c'est extraordinaire de pouvoir aider les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'explique ça maintenant, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des vidéos, c'est parce qu'à un moment donné, ok, moi je me suis enfermé dans mon monde, j'ai réussi à grandir, j'ai cassé des limites, je suis allé progresser, et maintenant j'ai envie de contribuer et d'expliquer ça. Donc là, on a les 4 besoins fondamentaux. Je répète, sécurité, insécurité, grandir, contribuer. Et puis il y a le cortex, maintenant. Alors le cortex, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus complexe, parce que c'est celle qui est la moins répandue dans la vie, c'est celle qui est plus spécifique à l'être humain. Le cortex, lui, son objectif, c'est quoi? C'est la sociabilité. Et dans la sociabilité, il y a 2 choses fondamentales qui sont aussi des besoins antinomiques. On a autant besoin de l'un que de l'autre. La première chose, c'est la conséquence de contribuer, c'est être en connexion avec. On est des êtres sociaux, on a besoin d'être en connexion avec les autres. Cette connexion, si on la pousse à l'extrême, encore une fois, si on regarde les besoins et qu'on les pousse à l'extrême, cette connexion-là va nous pousser à être dans une recherche de fusion avec l'autre. C'est-à-dire que la connexion, ça va passer par le langage, écrire des livres, faire des vidéos, mais aussi se toucher physiquement, on est en connexion avec son corps, faire l'amour, être dans une relation amoureuse, et donc cette surconnexion qu'on va pouvoir chercher peut mener à l'extrême à la fusion complète. Mais dans la fusion complète, qu'est-ce qui se passe? On disparaît. On se mélange au tout, et on n'existe plus en tant que soi. Or, on n'est que soi et on ne peut vivre qu'à l'intérieur de soi. Mes pensées sont les miennes, mes émotions sont les miennes. Même si j'ai beau communiquer et chercher à les transmettre, je ne serai que le seul à les vivre à l'intérieur de moi. Et la manière dont je les vis, je serai le seul à les vivre de cette façon-là. Donc là, le cortex vient nous amener à contribuer, enfin à considérer ce deuxième besoin antinomique par rapport à la fusion, à la connexion, c'est l'individualité. On va chercher à définir sa propre individualité au travers de la connexion. On ne peut pas définir qui on est par rapport... S'il n'y a pas les autres pour définir quelle est la différence. On ne peut exister que dans la différence avec l'autre. Donc on cherche à exister avec le cortex dans la connexion et dans la différence. Donc c'est des besoins qui sont antinomiques. L'individualité, ça va passer par des expressions comme, je sais pas, le tatouage, la mode vestimentaire, la façon de s'exprimer, ce qu'on va choisir comme passion dans sa vie, etc. On va chercher plein de choses qui vont nous donner l'illusion de nous définir. Je dis bien l'illusion parce qu'en réalité, notre véritable identité, notre véritable individualité ne correspond pas à notre personnalité, mais correspond à la manière dont on vibre, à la façon dont on va contribuer au monde, la façon dont on va contribuer à soi-même. Finalement, c'est à notre rayonnement propre. C'est-à-dire que c'est comme si on avait en soi une fréquence de résonance qui est la sienne, une pulsation qui est la sienne, et que plus on la libère, et plus on peut s'individualiser par rapport aux autres, mais en même temps, plus on peut rentrer en résonance par rapport aux autres. Et ça, c'est juste assez énorme de constater ça. Donc, voilà, les 6 besoins fondamentaux, je résume: sécurité, insécurité, progrès, contribution, connexion, individualité. Et comme la respiration, on a besoin de ces 6-là, non pas plus l'un que l'autre, mais autant les uns que les autres, et en alternance. Ça paraît clair ?